D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux Congolaises et aux Congolais qui nous suivent en ce moment. Je suis un citoyen comme tous les autres et c'est une émission qui me passionne beaucoup, le briefing sur l'actualité. Et je m'étais dit, mais puisque en ce moment l'actualité est assez dense, pourquoi est-ce que je ne viendrai pas, je ne solliciterai pas une invitation aussi, en tant que citoyen congolais, de venir et de commenter l'actualité. Voilà, donc je me prête à cet exercice que je trouve très passionnant et je suis à votre disposition, Monsieur le ministre. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs les journalistes. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, de vous prêter à cet exercice. Vous voulez que dans cet exercice, on est parfois cru, parfois brutal, parce qu'il faut aborder les questions dans leur profondeur. Mais bien avant, nous avons un rituel, Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous revenez fraîchement d'Addis Abeba, qui était votre premier voyage en tant que président nouvellement investi. Il y a la situation de l'Est, mais il y a la situation économique. Le jour de votre investiture, vous avez annoncé 7 milliards pour les routes. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, Monsieur le Président de la République, 32 jours après votre prise des fonctions, dans quel état êtes-vous? Je brûle assez d'impatience de pouvoir bien démarrer et donc d'avoir la stabilité de nos institutions. Vous savez que pour le moment, que ce soit pour le gouvernement ou pour les deux chambres, et même pour les assemblées provinciales, tout est en gestation. C'est normal, c'est la Constitution qui le veut ainsi. Je trouve que c'est beaucoup de temps qu'on fait perdre à la République. Il faudrait peut-être réfléchir sur des réformes à apporter pour que ce soit un peu plus rapide, limpide, et que l'on puisse très vite commencer le travail dès que les élections sont passées. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes très attentifs sur ce qui se passe et nous attendons impatiemment de pouvoir commencer. Donc je suis dans cet état d'esprit-là. Alors, nous allons commencer à entrer dans les vifs du sujet. Vous êtes ferme, déterminé, nous l'avons vu au cours de votre dernière participation au sommet d'Addis Abeba. Je pense que c'est par là que nous avons commencé notre série de questions avec M. Michel Moussé-Mediawe. Entre-temps, je demanderai à M. Daniel Michombero d'avancer. Ça, nous allons faire une économie de temps. Je serai un peu plus strict ce soir parce que vous savez que nous avons le privilège d'avoir le président de la République et que beaucoup de journalistes voudraient poser des questions. On va faire un effort pour être court, bref et précis pour permettre au président de la République de répondre au maximum des questions. Monsieur Michel Moussé-Mediawe, vous avez la parole. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Quoique n'ayant pas été mandaté par nos confrères, je me permets de vous dire quand même merci pour l'honneur que vous nous faites. C'est un grand moment pour la presse congolaise. Ma question, c'est, on vous a vu à la 37e session ordinaire du sommet de l'OUA, de l'Union africaine, excusez-moi. Vous étiez là comme un général qui est allé au front. Et nous avons décrypté certaines de vos attitudes, notamment ce regard que vous avez jeté en direction des compatriotes qui ont déroulé ce visuel, qui a maintenant une valeur universelle, à mon avis. Deuxièmement, ce grand sourire qui a accompagné ce regard, cela nous a donné l'impression que vous êtes un général qui a gagné une bataille et qui a ramené des trophées. Ma question est de savoir quels sont les trophées que vous nous avez ramenés et combien en reste-t-il? Merci, Excellence, Monsieur. Très bien, très bonne question. Oui, d'abord des trophées diplomatiques. J'ai vraiment le plaisir de vous annoncer que la République démocratique du Congo, pour la première fois de son histoire, fera partie de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine. C'est très important. Et aussi, pour la première fois depuis très très longtemps, nous allons pouvoir, et c'est confirmé maintenant, ça a été endossé par l'Union africaine, nous allons pouvoir faire partie du Conseil de sécurité des Nations Unies dans l'exercice 2026
2028. Ça, c'est aussi de l'acquis. La République démocratique du Congo est candidate aussi à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies de Genève. Donc là, le travail diplomatique continue. Et sur le plan sécuritaire, nous avons eu beaucoup de discussions en bilatéral, en multilatéral. Les unes ont été positives, comme les rencontres que j'ai eues en bilatéral avec le chef d'État du Sud-Soudan, qui est aujourd'hui le président en exercice de la communauté est-africaine, en multilatéral avec les présidents sud-africains et burundais. J'oubliais le Zambien, mais ça c'était plus pour l'aspect économique et aussi quelque peu sécuritaire, parce que vous savez que nous partageons une frontière commune avec la Zambie, mais l'accent était plus mis sur le projet du corridor de Lobito. Sur le plan sécuritaire, malheureusement, la réunion demandée ou convoquée par le président João Lourenço et qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force la position qui était celle de la République démocratique du Congo, et notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels. Qu'à cela ne tienne, un autre rendez-vous a été proposé par le président João Lourenço, celui de nous rencontrer séparément. Et donc, si tout va bien, le mardi prochain, je crois, c'est le 27 février, je serai reçu à Luanda par le président João Lourenço, qui, je rappelle, est le champion, notre champion de l'Union africaine en matière de paix, et qui a été d'ailleurs désigné officiellement par l'Union africaine pour être le médiateur dans cette crise injuste nous imposée par notre voisin. Donc voilà, il y a eu beaucoup de très très bonnes nouvelles. Nous avons rencontré nos amis américains aussi qui, pour ceux qui ne le savent pas, sont très actifs dans des efforts diplomatiques pour essayer de juguler cette crise. Et je les félicite et en même temps j'en profite pour demander à l'opinion, parce que j'entends ci et là des tas de commentaires, de rester surtout mobilisés, sereins et ne pas s'en prendre comme ça aux pays amis qui font des efforts pour essayer de nous aider. Et les États-Unis font partie de ces pays-là qui sont vraiment très fortement impliqués. Contrairement à ce que certaines opinions peuvent penser, je respecte leurs pensées, mais nous voyons les efforts que fournissent les États-Unis et je tiens vraiment ici à leur rendre hommage. Aujourd'hui, d'ailleurs, grâce à ces positions, beaucoup d'autres pays ont avancé. J'en veux pour preuve la France, par exemple, qui a une dernière déclaration très intéressante et vous paraît ce changement de narratif entre la dernière visite du président Macron ici et ce qu'est la position française d'aujourd'hui. Donc, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée de s'en prendre comme ça aux édifices des représentations diplomatiques des pays amis, ici représentés à Kinshasa. Mais oui, c'est légitime de faire des manifestations de colère, de pour comme c'est l'Union européenne, j'espère que nous en parlerons. On aura l'occasion justement de revenir sur ce sujet. Nous en parlerons, donc voilà. Mais restez serein, calme. La maison est très bien gardée, la diplomatie est bien tenue, la victoire est certaine parce que nous sommes du bon côté des choses, de l'histoire. Nous n'avons fait de mal à personne, nous avons tendu la main à tout le monde, nos 9 voisins, nous avons eu la paix avec eux et surtout aller sur des projets économiques, des projets de développement plutôt que des pillages et massacres de nos ressources et de nos populations. Voilà donc ce que je peux dire. Une bonne intro en matière, Excellence Monsieur le Président de la République. On va prendre la question de Daniel Michombero qui nous vient de Goma. Merci. C'est un journaliste qui couvre
l'actualité opérationnelle. Il est à Kinshasa pour quelques jours et nous... bonjour, Monsieur le Président. Bonsoir, M. Mityombero. Vous savez, pour la petite histoire, pour l'anecdote plutôt, j'ai toujours cru que vous étiez une personne fictive. Je vois souvent vos tweets et j'apprécie, vraiment, c'est pas pour vous flatter, mais je pensais que vous n'existiez pas, que c'était un troll comme... Voilà, mais là, je vous vois en personne et félicitations pour le travail que vous faites, j'apprécie énormément. Merci, monsieur le Président. Marcel Ngoy peut déjà avancer. Daniel, allez-y avec l'autre question. On appelle Marcel Ngoy qui posera la question qui suit. Monsieur le Président, en lisant les déclarations de certains pays et organisations à travers le monde qui interviennent déjà au sujet de la guerre et du calvaire qui traverse bien sûr la population dans l'est du pays en ce moment, l'on constate que beaucoup vont dans le sens d'appeler les parties au conflit à la table des négociations. Monsieur le Président, la position de la RDC, elle reste celle-là, pas de négociations avec les M23 que le gouvernement a qualifié de terroristes. Aujourd'hui, la population du Nord Kivu, la population congolaise veut savoir pourquoi cette position, pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas négocier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cela? Pourquoi la position aujourd'hui de dire qu'on ne négocie pas? Pourquoi? Très bien. Merci beaucoup. D'abord, par rapport à la négociation, parce que je vois beaucoup d'énervement parfois dans l'opinion, il ne faut pas oublier que même en situation de conflit extrême, le contact demeure toujours. J'en veux pour preuve les exemples de l'Ukraine et de la Russie, aujourd'hui à Gaza entre Israël et le Hamas. Vous voyez que même si ce n'est pas direct, c'est par des forces ou des États ou des personnalités interposées que cela se passe. Donc ce n'est pas du tout inhérent à la seule crise congolaise de l'Est que cela arrive. Donc ça, c'est normal. Deuxième chose, dans un conflit dans lequel les pays témoins, observateurs, ne prennent pas part, ils ne peuvent qu'avoir cette position de dire « entendez-vous ». Parce que évidemment, c'est l'idéal, c'est la meilleure des choses. Alors, pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo, jusqu'ici, rejette ces négociations? D'abord, parce que je vous fais un bref rappel, lorsque, au mois d'avril, je pense, si mes souvenirs sont bons, 2022, oui, ça devait être fin avril, à l'occasion de l'entrée officielle de la République démocratique du Congo dans la communauté d'Afrique de l'Est. Après la cérémonie, nous avons eu une discussion entre 4 chefs d'État, celui qui nous recevait à l'époque, qui était aux affaires, le président Uhuru Kenyatta, et puis les 2 présidents rwandais et ougandais, ainsi que moi-même. Donc nous avons eu cette réunion où les grandes lignes ont été décidées, c'est-à-dire, je rappelle rapidement, qu'on devait mettre fin à l'activisme des groupes armés, tous, quels qu'ils soient, et on les avait catégorisés. Il y avait des groupes armés locaux, donc de Congolais, compatriotes, et puis il y avait des groupes armés étrangers, mais tous étaient actifs en République démocratique du Congo, et non seulement déstabilisaient la région de l'Est du Congo, mais également les pays voisins. Et dans les groupes armés étrangers, on avait visé les FDLR, pour le Rwanda et les Red Tabara pour le Burundi. Alors, pour cela, on a dit on mettait un contingent en place composé de forces de plusieurs pays, sauf le Rwanda, ça c'était sur l'insistance de la République démocratique du Congo, pour, dans un premier temps, tenter la dissuasion, donc en tendant la main. On avait demandé à tous les pays concernés de tendre la main à leurs activistes armés. Et la République démocratique du Congo avait été désignée comme devant montrer l'exemple. Ce que nous avions fait, je me rappelle, après je suis resté quelques jours à Nairobi pour attendre justement ces groupes armés, dont le M23, souvenez-vous, à l'époque. Malheureusement, pour des raisons techniques, je devais rentrer, ça ne se faisait pas assez rapidement, c'est la MONUSCO qui devait nous aider aussi, entre autres, à les faire venir.
Donc, ça fait que j'ai dû entrer à Kinshasa, mais je me suis adressé à ces groupes quand même par visioconférence parce que c'était... Et alors, au moment où nous étions dans cette discussion, il y a eu beaucoup de compatriotes qui étaient arrivés, représentant leurs groupes armés. C'est là que le M23 choisira de rouvrir les hostilités sur le champ de bataille. Alors nous avons compris qu'en fait, c'était un empêcheur de tourner en rond. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons désigné comme groupe terroriste et coupé désormais tout contact avec ce groupe-là. Donc ça, c'était pour le rappel historique. Et donc depuis lors, le Rwanda qui niait à ce moment-là l'évidence, parce qu'à plusieurs reprises, j'avais demandé au président Kagame de reconnaître si c'était vraiment lui qui était à la base de cette agression, il l'a nié, jusqu'au moment où on a commencé à faire des prisonniers rwandais, à trouver des preuves de l'implication du Rwanda et à avoir la preuve la plus officielle par les experts des Nations Unies qui établissaient aussi la présence de l'armée rwandaise sur notre sol. Et là, ils ont changé de narratif, ils ont commencé à nous accuser de soutenir les FDLR. Alors que je fais encore là un petit rappel rapide, en 2019, à 2 reprises, c'était d'ailleurs à l'initiative du défunt général, paix à son âme, Delphin Kayimbi, j'ai validé le retour sous l'égide des Nations Unies de 2 colonnes, à 2 reprises, c'était des colonnes importantes d'éléments FDLR avec leurs dépendants, donc femmes et enfants, qui sont retournés au Rwanda. Donc s'il y avait vraiment des gens qu'on ne pouvait pas soupçonner de soutenir les FDLR, c'est bien nous, parce qu'on a fait cet exercice-là. Et donc, je referme la parenthèse, mais malgré ça, le Rwanda a continué à réveiller ce M23, je dirais même pas réveiller, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années. Et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres. Parce qu'on ne parle pas de l'agriculture. Mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda. Et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol du sol congolais. Donc voilà. C'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais qui m'avait donné cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas cette discussion parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de feu, pas de coupure d'Internet, pas d'exclusion de candidats qui qu'ils soient. On est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes d'organisations internationales. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors s'ils avaient des revendications à faire, c'est par le truchement des élections et non pas en prenant des armes.
Voilà, on va continuer sur ce registre avec Marcène Goy. Entre-temps, j'ai vu que Madame Gaëlle demandait la parole. Peut-être qu'elle peut déjà avancer vers le micro aussi pour sa question. Je me demandais pourquoi il n'y a pas de dames, mais c'est très bien. Alors, elles sont là, elles sont dans la salle, elles prendront la parole au fur et à mesure. Monsieur Monsieur Marcène Goy. Au début de votre mandat, vous aviez effectué une tournée dans les 9 pays limitrophes. Très bien. Vous avez été à Kigali. Et lorsqu'il y a eu les funérailles de feu Etienne Tshisekedi, votre père, votre défunt père, nous avons vu venir Kagame à Kinshasa pour vous consoler. Et lorsqu'il y a eu éruption volcanique, vous montrez qu'il demeurait un pays qui peut s'ouvrir au Congo en cas de catastrophe. C'est ça. Et donc, en tant que pays voisin, donc nous sommes obligés de vivre ensemble. Les deux pays, la RDC et le Rwanda doivent vivre ensemble. Totalement d'accord. Et vers la frontière, vous aviez pris des photos qui ont semblé dire qu'il y avait même des accords qui auraient été signés à cette occasion-là entre vous et le président Kagame. Vous revenez tout fraîchement de Nairobi. À Nairobi, vous avez été très ferme sur la question qui concerne... À Addis Abeba plutôt. Vous avez été très ferme. Il n'y a pas eu de photos de famille, pas de poignées de main historiques, pas de rencontres directes. Le protocole s'est arrangé pour vous mettre éloigné. Et donc, on semble avoir vu entre les deux présidents une distance, mais aussi entre les deux pays. Maintenant, la question de savoir comment vider le prétexte, parce que finalement, les FDLR deviennent un prétexte qui sous-tend la vision expansionniste du Rwanda vers le territoire congolais. Et comment aussi vider le prétexte du président Kagame qui pense aujourd'hui défendre la cause de Tutsi congolais, le Banyamulenge, dont il prétend être aujourd'hui, il s'érige en défenseur acharné. Y a-t-il effectivement des accords signés à cette occasion lorsqu'il y avait eu l'éruption volcanique? Et où en sommes-nous avec les opérations militaires conjointes entre la RDC et l'Ouganda, dans la partie Nituri? Marcel, vous posez 3 questions. Oui. Excellence, Monsieur le Président. Notez-les-moi bien. Bon, d'abord, très vite, je vous dis, ce qui s'était passé au moment auquel vous faites allusion à Goma, ce n'était pas des accords, c'était un MOU. C'est en anglais, c'est une abréviation anglaise qui veut dire en français Mémorandum d'entente. Donc nous étions d'accord pour ouvrir des négociations afin d'arriver à un accord, justement pour éviter le pillage de l'or congolais. Donc exactement ce que vous entendez que nous avons fait aujourd'hui avec Primera Gold, cette coopération qu'on a faite avec comment on appelle ça, une joint venture, merci Monsieur le Ministre, que nous avons fait à travers cette firme Primera Gold avec les Émiratis, les Émirats Arabes Unis. C'est exactement ce que nous aurions dû faire avec le Rwanda et que nous avons immédiatement stoppé lorsque nous nous sommes aperçus de leur supercherie dans ce coup de poignard dans le dos. Donc, pour revenir au FDLR dont vous dites, donc j'espère que là c'est clair, il n'y a pas d'accord. Ah oui, je voudrais profiter aussi de cette occasion pour tordre le cou à une rumeur qui a fait son chemin et qui voudrait confirmer le fait que le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque et que je les aurais laissés. C'est archi faux. Je n'ai aucun contact avec eux. Mais en revanche, je reconnais qu'il y a eu des gens des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. C'est lui qui est venu, qui m'en avait parlé à l'époque. Et j'avais refusé catégoriquement de le recevoir. Parce qu'il promettait, disait-il, après qu'on les ait reçus, de trouver des solutions pour amener la paix à l'Est. À ce moment-là, ils ne nous agressaient pas encore, pour trouver des solutions. Je trouvais leur raisonnement farfelu, bien qu'ils disaient qu'il n'y avait aucune exigence, etc. Ils sont restés le temps, je ne sais même pas combien de temps, mais moi j'avais rejeté l'idée de les rencontrer. Je ne les ai jamais rencontrés. Et donc je voudrais que ce soit ferme, que ce soit dit fermement. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal, mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités,
à mon insu. Je n'étais pas d'accord et lorsqu'on m'a proposé de les rencontrer, j'avais refusé cette idée. Claire. Alors, pour parler des FDLR, au moment où les relations étaient bonnes avec le Rwanda, j'avais reçu une délégation rwandaise ici qui me disait, on parlait des FDLR à ce moment-là, ils m'ont dit, Monsieur le Président, vous savez, à vrai dire, les FDLR, c'est devenu une force résiduelle composée de moins de 2000 hommes qui ne menacent même plus la sécurité de notre pays. Mais ce que nous craignons, c'est ce dérapage idéologique où dans le discours on vilipende les Tutsis, etc. Je dis mais ça c'est inhérent à tout pays. Hein. Notre pays, c'est 450 tribus. C'est pas que avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment, pour les Kassaïens, les Luba du Kasaï au Katanga. C'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations lubaphones, se lève un matin pour dire ça y est, moi je vais au Katanga pour défendre les Luba du Kasaï qui sont menacés. Les Teke et les Yaka ont des problèmes ici. Le Congo-Brazza qui en compte, ainsi que le Gabon, ne se réveille pas pour dire voilà, on va défendre les Teke à Kwamut, etc. Donc c'est totalement farfelu comme histoire. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes capables de défendre nos propres concitoyens et nous sommes en mesure de les sécuriser. Voilà pourquoi d'ailleurs je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir sous de fallacieux prétextes. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a aussi des Wazalendo qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Autre chose, nous avons dit haut et fort, et d'ailleurs depuis lors, on a arrêté même un officier, que dans l'armée, nous ne voulons pas de collaboration de près ou de loin avec les FDLR. Et que tout officier qui s'exposerait à ce genre de méfaits sera poursuivi, condamné. Et c'est le cas. Il y a un général qui a été arrêté pour soupçon. Donc on n'a pas encore confirmé, mais il est soupçonné d'avoir collaboré avec les FDLR. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas par peur du Rwanda que nous le faisons. Vous avez parlé des 9 voisins que j'ai été visiter. Là encore, je crois que je dois être le seul, ou en tout cas le premier président de la République démocratique du Congo à l'avoir fait. J'avais promis à tous mes voisins en ce temps-là que de chez moi, au Congo, je n'entretiendrai jamais une dynamique, une force quelconque qui déstabiliserait mes voisins. J'y tiens, malgré l'hostilité qu'il y a aujourd'hui à l'égard du Rwanda, du Rwanda plutôt à notre égard. Peu importe, je reste convaincu par cela. Parce que moi, la guerre, je n'ai pas été formé dans ce moule-là. Moi, je connais la paix, je connais le développement, je connais la fraternité, je connais la solidarité. C'est là, dans ces domaines, que je suis à l'aise et non pas dans les domaines de guerre. Mais cela ne veut pas dire que si on nous la cherche, on ne la trouvera pas. Si on veut la guerre, on fera la guerre. Ça, il n'y a aucun problème. Parce qu'il faut qu'on se défende. Nous connaissons les intentions aujourd'hui de certains de nos ennemis. Nous n'allons pas les laisser faire. Et je crois qu'ils ont commencé même à sentir que le Congo qui se défend aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Voilà. Monsieur le Président de la République, tout à l'heure vous parliez justement
de discussions que vous aviez eues à Nairobi. Je me souviens qu'à Nairobi, l'une des résolutions était que tous les pays qui avaient des groupes armés, ils avaient l'obligation de discuter avec les groupes armés. Bien sûr, la question des FDLR ne doit pas être... Et le Burundi avait commencé avec les Red Tabara, ils avaient commencé, mais la question des FDLR, bon, elle est assez spéciale, et je crois que c'est vrai qu'il y avait ce volet-là que je devais... pour moi, les FDLR, forces résiduelles, d'accord, ce sont des combattants de 1994 qui ont l'âge du président ça fait Kagame, 30 ans exactement aujourd'hui. À mon avis, c'est des grands-pères. Donc je ne crois pas que avec ce statut, ils peuvent encore menacer la sécurité du Rwanda. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes prêts à tout faire pour ôter ce prétexte au Rwanda qui justifie justement la présence de ces gens. Vous savez que le Rwanda fabriquait ses propres FDLR, donc c'est-à-dire les éléments qu'on a renvoyés chez eux, ils les ont désendoctrinés et réendoctrinés à leur manière pour les renvoyer au Congo. Comme ça, leur présence au Congo va continuer à justifier l'intention ou l'agression dont ils font preuve. Et donc, et ça, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce que je dis, ça peut être vérifié dans les annales des Nations Unies. C'est de là d'ailleurs qu'on a eu les éléments. Donc c'est pour vous dire que nous sommes déterminés à amener la paix dans ce pays et nous réussirons à le faire. Nous allons le faire, quels que soient les atermoiements du Rwanda. Avant de prendre la question de Mme Gaëlle, il y avait un dernier volet dans la question de Martial qui demandait comment évoluer les opérations militaires avec l'Ouganda, je pense, dans le Grand Nord. Ah oui, mais très bien. Jusque-là, en tout cas, je crois qu'on a mis sérieusement en difficulté les ADF, parce que, bon, rappelez-vous, c'est pour combattre les ADF que nous avons décidé de cette mutualisation de forces contre, justement, ces terroristes. Pour les combattre. Donc, ça se passe bien, il n'y a rien à dire de ce côté-là, la collaboration est parfaite jusque-là. Très bien. Madame Gaëlle Kibungu. Après, ce sera Madame Pamela Mounazo. Bonsoir. Je suis très honorée d'être en face de vous ce soir. Merci. Et je ne saurais me dissocier de mon âme d'épouse militaire qui vous dit merci pour votre fermeté, en tout cas vous tenez absolument à pacifier ce pays, vous motivez les troupes et aussi vous rassurez les dépendants. Merci beaucoup pour cela. Comme c'est écrit. Voilà. Alors ce soir, j'aimerais parler de Goma et de ses alentours. Nous savons que la situation est sous contrôle des FARDC, mais de l'autre côté, on sait que c'est des contrées où il y a beaucoup de population. Bien sûr. C'est des contrées vraiment occupées aujourd'hui de notre côté, et votre option militaire, puisqu'aujourd'hui vous êtes déterminés à y aller jusqu'au bout, à en finir avec l'ennemi, pas de négociation jusque-là. Certains pourraient le dire, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. Ça veut dire, comme commandant suprême des armées, vous êtes obligé de tenir ferme dans cette option militaire, mais de l'autre côté, comme père de famille, vous avez des populations entières à protéger. J'aimerais bien savoir ce soir, pouvez nous dire jusqu'où comptez-vous aller en ce qui concerne l'option militaire? Oui, merci madame, une question très intéressante. Je voudrais d'abord dire ici, à l'intention, ou à l'attention plutôt de nos compatriotes sinistrés, déplacés de guerre, que l'État ne les a pas oubliés, le gouvernement ne les a pas oubliés, le président de la République ne les a pas oubliés. Ils demeurent dans nos pensées et dans nos priorités. D'ailleurs, nous venons de décaisser récemment au gouvernement un montant en milliards de francs congolais pour justement leur assistance. Comme je l'ai dit, la priorité des priorités reste leur retour dans leur localité d'origine. Mais vous comprendrez qu'à ce stade, c'est très difficile de procéder à cet exercice parce que ces localités sont encore occupées. Alors j'ai entendu ci et là, surtout de la part d'opposants, oui, mais ça fait longtemps que Bunagana est occupé, ça fait ceci. Non. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures.
Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des milliards de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps qu'il faut. Donc on ne va pas libérer Bunagana pour le libérer pour qu'après on retombe dans les mêmes travers. Ensuite, il faut parler, que les populations se parlent. Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions interethniques, intercommunautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça la visée. Le Rwanda aujourd'hui